Bonjour, je suis Françoise Combe, je suis astrophysicienne. Je fais des recherches à l'Observatoire de Paris et je suis professeure au Collège de France. Donc, pour les études, moi j'ai fait l'école normale supérieure. Donc après avoir fait une école préparatoire, j'ai fait une école préparatoire à Montpellier parce que mes parents habitaient à Montpellier, mais je suis ensuite remontée à l'école normale à Paris où j'ai fait 4 ans d'études physique. Et donc en effet, ma vocation était plutôt de faire de la physique. Et puis en fin de ce parcours, je me suis intéressée à l'astrophysique parce qu'il fallait choisir un petit secteur. Et l'astrophysique me paraissait très attractive, surtout savoir quelle était l'origine de l'univers, la cosmologie, donc c'est plutôt théorique, d'où venait tout ce que nous voyons autour de nous, d'où venait la formation des étoiles, des galaxies. Et donc c'est à la fin de ces études, j'ai commencé par faire une thèse en astrophysique. La petite thèse que j'avais commencé à faire, c'était sur justement l'univers symétrique de matière-antimatière. Une idée nouvelle qu'avaient émis Roland Amnes et Ivry Schatzman, qui étaient 2 maîtres à l'époque. Et puis c'était une petite thèse qui durait 1 an. On s'est très bien amusé avec plein de collègues qui travaillaient là-dessus et c'était assez fantastique. Et finalement, on a montré que ça ne marchait pas. C'est un modèle, modèle d'univers, mais qui ne marchait pas parce que tous les rayons gamma qu'on produisait par annihilation de matière-antimatière étaient beaucoup plus forts que ce qu'on pouvait observer. Et puis la nucléosynthèse des éléments formés de l'hélium, du deutérium, et ça ne marchait pas du tout avec les observations qu'on voit dans les étoiles aujourd'hui. Donc ça nous a fait une réorientation, mais je n'ai pas changé la branche astrophysique. Je me suis dit, c'est quand même fantastique. L'année qui est passée, même si ça ne marchait pas à la fin, ce n'est pas grave, c'était fantastique, on s'est bien amusé. Donc, je suis partie faire des observations de galaxies. Alors, à l'époque, dans ces observations qui sont d'un type particulier, c'est-à-dire que les longueurs d'onde ne sont pas optiques mais radio, il n'y avait qu'aux États-Unis qu'il y avait des instruments, des télescopes millimétriques. Donc, on est parti aux États-Unis pour observer ces galaxies dans cette longueur d'onde millimétrique. L'avantage était qu'on pourrait regarder comment les étoiles se forment dans les galaxies à partir de nuages moléculaires qui sont le berceau de la formation d'étoiles. Et ça a bien marché. Donc là, cette fois, le modèle, les théories et les observations marchaient. J'ai fait des simulations numériques sur ordinateur. C'était les premières simulations sur les premiers ordinateurs très petits. Aujourd'hui, on fait des grosses simulations. Mais là, c'était le début. Et on faisait interagir des galaxies entre elles. Elles formaient des étoiles. Très passionnant. Donc finalement, j'ai fait une thèse d'État, alors une plus grande thèse qui dure 4 ans, 5 ans à l'époque. Et ça a été ma profession en fait. Donc c'était le début. Et depuis, je n'ai pas changé de branche, c'est toujours l'astrophysique. En fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ordinateur. Donc on est plutôt dans un bureau. Il y a 20-30 ans, lorsque je commençais, même un petit peu avant, on voyageait beaucoup pour observer. Donc on allait sur un télescope, on observait la nuit et le jour dans la longueur d'onde que l'on observe. C'était à la fois la nuit et le jour. Le soleil n'était pas un problème. Donc il fallait beaucoup voyager, ce qui était très bien, mais enfin à la longue c'était un peu fatigant de toute façon. Et puis une fois qu'on avait les résultats, on revenait dans le bureau et on essayait de faire des simulations, faire un modèle pour voir si ça marchait avec la réalité. Et aujourd'hui ça a complètement changé. Donc on observe dans son bureau, c'est-à-dire à distance. On a des petites webcams qui nous montrent si le télescope bouge ou pas, même s'il est en Arizona, ici sur le bureau on voit ça. Et puis on envoie des ordres sur ordinateur, le télescope là-bas bouge, et puis on observe des choses, et les résultats arrivent tout de suite par Internet, on voit tout de suite les résultats. On n'a même plus besoin de voyager, donc la journée type, elle se passe dans mon bureau. On a en France, et dans les pays latins en général, on a de la chance, parce qu'on a 30% de femmes, ce qui est quand même remarquable, parce que au départ, même les étudiants ne se dirigent pas vers ces zones-là, ces domaines-là. Et donc, au début, on a à peu près 30% d'étudiantes, ce qui
ce qui est quand même confortable. Par contre, lorsqu'on a voyagé, au début, on voyageait aux États-Unis pas mal pour les télescopes, et on voyait que dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, le nombre de femmes est beaucoup plus petit. C'était toujours inférieur à 10%, peut-être entre 2 et 10%. Donc on s'apercevait en effet que la femme avait beaucoup de difficultés pour acquérir ses connaissances. Aller sur télescope, par exemple, j'avais rencontré Margaret Burbidge, qui était une pionnière en astronomie aux États-Unis, et elle accompagnait son mari, Geoffrey Burbidge, dans les observations, mais elle ne pouvait pas rentrer dans ce qu'on appelle dormitories, c'est-à-dire les dortoirs, parce qu'ils étaient réservés aux hommes. Donc c'est un gros problème pour dormir. Donc il fallait demander une exception, et c'était la croix et la bannière. Donc ça, c'est une époque révolue de toute façon. Aujourd'hui, maintenant, même aux États-Unis, il n'y a pas de problème. On a des problèmes éthiques, on a des problèmes où il ne faut pas de discrimination. Et donc là, cette période est finie, donc il y a 30 ans. Maintenant, le nombre de femmes est quand même assez plus faible que les hommes. Et surtout aux États-Unis ou en Angleterre, ou dans les pays comme la Hollande aussi. Dès qu'on a autour de la Méditerranée, c'est beaucoup plus féminin. Donc on ne s'en est pas aperçu très vite. Et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire quand on monte les échelons, il y a de moins en moins de femmes. Parce qu'il y a plusieurs événements qui arrivent durant la carrière. La femme va s'arrêter pour des enfants, par exemple, va s'arrêter va ne pas travailler aussi profondément qu'un homme peut se consacrer complètement, mais lorsqu'une femme a plusieurs enfants, elle doit quand même aussi se consacrer à ses enfants. Donc son apport à la carrière n'est pas le même. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont sensibilisés à cet effet, et donc on a par exemple une union internationale scientifique, comme dans toutes les matières. Il y a une union internationale astrophysique qui prépare les colloques, par exemple. Il y a plusieurs colloques par an. Et dans les colloques, celui qui organise le colloque, il doit absolument avoir une parité la plus grande possible entre les femmes et les hommes qui sont invités à faire des speeches, des conférences. Et puis aussi, on aide financièrement les femmes plus que peut-être les hommes lorsqu'elles sont jeunes et qu'elles n'ont pas tous les crédits et les budgets possibles dans leur laboratoire. Donc on les aide, et puis on essaie qu'il n'y ait pas du tout de discrimination à tous les niveaux. Donc ça c'est très nouveau, et de même pour les organismes de sélection. Par exemple, l'Europe a un organisme qui s'appelle European Research Council qui donne des crédits sur proposition. Donc les hommes, les femmes font des propositions, et on essaie de balancer un petit peu les crédits qu'on donne aux uns aux autres. Donc tout ça va dans le bon sens. Il faut aussi que les femmes fassent la demande de ces crédits. Et en général, elles font moins que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins le temps. Pour faire une demande, il faut du temps. Il faut s'y consacrer. Et là encore, il y a peut-être un défaut, on le comprend pourquoi, mais il faut qu'elles se forcent un petit peu à faire autant de demandes. C'est parce que le taux de succès est le même, mais elles font moins de demandes. Donc finalement, elles en ont moins de crédit, donc moins de recherche, et donc moins d'avancée dans sa carrière. Donc toujours, il faut que la femme soit très persévérante et très dynamique pour prendre toutes ces opportunités, et à ce moment-là, ça va bien se passer. Oui, je pense que c'est très très bien. Il faut faire des choses comme ça. Il faut en effet interviewer des femmes. En fait, les femmes sont un peu des modèles, donc celles qui ont réussi à faire son chemin. Et c'est très facile une fois qu'on l'a fait. Évidemment, une fois qu'on l'a fait, c'est facile à dire. Mais il faut montrer que c'est tout à fait possible, et qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas, les jeunes peuvent se dire non, c'est pas pour moi, ça va pas. Mais non, c'est pas vrai. Si on a envie, on y arrivera. Donc ça, il faut absolument le montrer. Il faut faire des petits films, des encouragements, et dès que quelqu'un est motivé, il faut surtout pas se dire c'est pas pour moi, moi je peux pas. Alors là, si on se dit ça, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc il faut absolument se dire que c'est tout à fait possible, et à ce moment-là, il n'y a aucun frein. Il ne faut pas se donner soi-même un frein. En général, les filles se donnent un frein elles-mêmes. Alors, il y en a eu beaucoup, évidemment, on pense toujours à Marie Curie, qui était justement, elle a été le nom du programme européen qui pousse aussi les femmes dans leur
dans la recherche. Il y en a aussi d'autres. Il y a par exemple aux États-Unis donc des femmes qui étaient très persévérantes et dynamiques. Il y avait Beatrice Tinsley qui a fait des interactions de galaxies. Donc je l'ai montré lorsqu'il y avait un colloque justement et on avait pas mal discuté. Elle était très accrocheuse, elle parlait toujours. Il faut avoir un peu de courage pour parler en public devant une assemblée d'hommes. Donc là, elle le faisait. Il y en a d'autres, comme par exemple Vera Rubin, qui est décédée aujourd'hui malheureusement, mais qui avait progressé dans la matière noire de l'univers, donc fait quelque chose d'original que les hommes n'ont pas fait. Donc c'est toujours ça qu'il faut se proposer comme modèle. Il y a toujours une voie, et non pas suivre la voie des hommes et rester derrière, mais il faut prendre une voie originale, et à ce moment-là, on sera reconnu